Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endottré, édition du 26 février 2023, le dernier dimanche de février. Différents sujets. Premièrement, un court vidéo provenant de la Sûreté du Québec pour prévenir les vols de camionnettes, de pick-up comme on dit, ou de VUS. Nous avons assisté la semaine dernière à une conférence de collectivité zen, donc collectivité zéro émission nette, qui est venue nous parler de l'importance possiblement d'enlever le gaz naturel dans nos maisons, de règlements municipaux par rapport à ça qui pourrait être fait dans le but de faire une décarbonisation de notre environnement. Donc, nous avons trois courts extraits de cette conférence qui vous est présentée et nous allons aussi vous parler de cybercriminalité et de la fameuse loi 25. Donc, à la Chambre de commerce de Berthier-Dautré avait lieu une conférence de cybersécurité. Nous avons eu la chance de parler ou de rencontrer Simon David William, trois prénoms, il faut faire attention, dans le bon ordre, qui est directeur général de ISM, d'une entreprise justement spécialisée en cybercriminalité de la Velleterie, et maître Daniel Grégoire de Rattel Avocat, qui nous parle aussi de la loi 25. Donc, deux sujets de l'heure qui ont été très intéressants à cette conférence de la Chambre de commerce cette semaine. Sur ce, on vous invite à écouter nos reportages et n'oubliez pas, nous avons une nouvelle émission qui s'appelle le Bulletin des régions. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe à travers la province de Québec grâce au réseau Cogeco qui permet à près de 20 télévisions régionales comme nous de vous présenter des reportages fort intéressants et notre fameux bulletin de nouvelles qui a lieu à tous les jours à compter de 18 h. Sur ce, bonne écoute. Bonjour tout le monde, voici un message de l'équipe d'SQTV. La Sûreté du Québec tient à mettre en garde les propriétaires de camionnettes qui ont des modèles de style 1500 ou 2500 ou encore si vous êtes propriétaire d'un véhicule sport utilitaire. C'est que les voleurs captent le signal qu'émettent les puces électromagnétiques qui servent à démarrer ces véhicules-là. C'est donc très important de laisser vos puces loin de votre porte d'entrée ou encore de vos fenêtres ou encore mieux, de les placer dans une pochette ou un boîtier qui va venir bloquer les ondes électromagnétiques. Également, le bon vieux truc de mettre la barre de verrou de métal directement sur le volant, ce qui rend la vie la plus difficile aux voleurs. Finalement, il y a des arrestations qui ont pu être effectuées par le passé où est-ce que les propriétaires de véhicules ont placé des puces de style géotag à l'intérieur de l'habitacle de leur voiture, ce qui a permis de connaître le positionnement du véhicule en temps réel et ainsi procéder à l'interception et à l'arrestation du malfaiteur. Vous savez, les trucs qu'on vous donne sont très utiles et nécessaires et pourraient permettre soit de procéder à l'arrestation d'un voleur ou encore mieux, de prévenir des vols. L'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, j'aurais pu juste dire loi sur la qualité de l'environnement, impose, on va dire, une restriction sur la loi sur la compétence municipale, c'est de dire, si le gouvernement du Québec a déjà légiféré sur un objet, ben la municipalité ne peut pas légiférer sur ce sujet-là. On peut penser par exemple au mazout, par exemple. Mais une réglementation plus générale sur les émissions de GES ou sur le gaz naturel, en ce moment, il n'y a aucune réglementation qui va dans ce sens à l'échelle provinciale. Fait qu'en fait, ça ouvre la voie aux municipalités du Québec. Puis en fait, si on priorise la loi sur la compétence municipale, ça serait vraiment d'adopter des normes d'émissions de plus en plus contraignantes, notamment genre du zéro émission dans les nouveaux bâtiments, par exemple, ce qui empêcherait l'entrée dans le combustible fossile. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est la deuxième voie qui a été identifiée. Par contre, comme c'est une loi qui porte notamment sur les normes de construction, là, c'est moins sur les enjeux d'émissions qu'on va traiter, c'est plus sur les appareils. Donc, on va spécifier les appareils, par exemple, au gaz naturel, qu'on ne pourrait pas intégrer dans des bâtiments. Ça, c'est une voie qui est un peu plus chaotique, disons, parce que, en fait, au Québec, les distributeurs d'électricité et de gaz naturel, comme c'est des monopoles, on leur impose l'obligation de livrer, par exemple, du gaz naturel à tout client qui en fait la demande si le contexte s'y prête. Mais par contre, donc si on légifère directement sur on va dire l'interdiction du gaz naturel, ben, on contreviendrait à cette
à cet article de loi qui est à l'échelle provinciale. Donc une manière de contourner ça, c'est de prioriser une réglementation qui se base sur des émissions de GES et qui, elle, engloberait l'ensemble des émissions de GES, qu'elles viennent du gaz naturel ou pas. Puis là comme en fait, pour les détails, je vous inviterai vraiment à lire le rapport de recherche. Je vous fais vraiment les grandes lignes et qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller. Mais le rapport de recherche est disponible sur le site du Centre québécois du droit de l'environnement. L'enjeu, c'est d'avoir... L'enjeu est réglementaire, évidemment, mais il est aussi politique. C'est de dire qu'au niveau québécois, il n'y a pas cette initiative qu'on peut retrouver à l'échelle municipale, puis d'avoir de plus en plus de municipalités qui vont s'y engager pour imposer un mouvement de Québec, pour avoir un cadre réglementaire qui va être plus standard, plus uniforme à l'ensemble du Québec. Je vais passer rapidement. Donc, on peut penser à un cadre réglementaire qui va interdire les émissions de GES au niveau du bâtiment neuf, mais également une approche plus graduelle pour la décarbonation du bâti existant. Ça, je pense que quand je disais que je pouvais passer, ça, je pense que c'est des choses que je peux passer. Mais en fait, le reste des slides, c'était sur les conditions de réussite. C'est-à-dire que oui, il faut une réglementation au niveau municipal, mais c'est une approche plus globale. Comme un peu la Ville de Montréal est en train de le proposer, c'est une feuille de route. Puis une feuille de route, c'est pas seulement réduire les émissions de GES, interdire le gaz naturel dans le nouveau bâtiment. Une feuille de route, c'est l'ensemble des conditions de réussite. Donc, est-ce qu'il y a un besoin d'information, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des données qu'on n'a pas en ce moment au niveau du bâtiment qu'il va falloir aller chercher pour avoir une réglementation judicieuse? Est-ce qu'il y a un manque de financement pour assurer des conversions énergétiques, etc. Et donc, ce pouvoir réglementaire au niveau des municipalités, ça donne un pouvoir pour initier une politique, mais aussi, il faut le voir un peu plus globalement, notamment en termes de consommation énergétique. Est-ce qu'on a des bâtiments qui consomment trop au Québec, qui consomment de manière pas assez efficace par rapport aux défis qu'on va avoir en termes de consommation d'électricité? Donc l'enjeu y est là. On peut, puis à Vivre en ville, on mentionne notamment l'enjeu de la densification du cadre bâti. C'est-à-dire d'avoir des habitations plus denses qui vont à la fois, par exemple, limiter nos émissions au transport, mais qui vont également être plus performants en termes de consommation énergétique. Donc, c'est différentes pistes qu'il y a à explorer. Nous, au ROI, on a commencé à réclamer la fin du gaz dans la nouvelle construction au Québec depuis début 2021. Et puis, bon, on est très heureux de voir que finalement, ça arrive et on ne fait pas juste le réclamer, mais qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. On intervient, puis d'ailleurs, Énergir aussi sans la soupe chaude. Hein. D'ailleurs, c'est pas par gaieté de cœur qu'ils ont proposé l'entente Biénergie à la Régie de l'énergie. La raison pour laquelle je vais vous parler surtout de cette entente-là, c'est que c'est un peu ce sur quoi ils comptent pour rester en vie. Dans le fond, c'est davantage un programme de maintien de la valeur des actifs d'Énergir et de la caisse de dépôt qu'un programme de sérieux de décarbonation. C'est la raison qui me fait dire ça, c'est qu'Énergir et Hydro-Québec, oui, un peu comme un cigarettier, Énergir vous demande de fumer moins, mais pendant encore très longtemps. D'ailleurs, leur stratégie de commercialisation, c'est d'attendre, de ne pas proposer la biénergie à l'ensemble de ses clients tout de suite, mais d'attendre que votre système de... je ne présume pas que vous chauffiez au gaz, mais que le système de chauffage au gaz du client arrive à sa fin de vie utile pour le renouveler, pour qu'il soit là encore pendant au moins 15 ans, mais jusqu'à 20-25 ans, facilement. Et que vous consommiez moins, oui, mais que vous consommiez encore pendant longtemps. En passant du gaz à la biénergie, les clients vont transférer 70% de leur volume de gaz vers l'électricité, mais il reste un 30%. Ce 30%-là, qui est important parce que la Ville de Montréal a fait une annonce par rapport à ça, ce 30%-là, ça représente une permutation vers le gaz naturel avec une sonde extérieure qui fonctionne dans la plupart des régions à moins 12, sinon à moins 15 où c'est un peu plus froid. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand il fait moins 12 dehors, ben, votre système arrête de chauffer à l'électricité, puis convertit ça, envoie ça à fournaise au gaz. Sauf, puis ils disent Hydro-Québec et Énergir de façon un peu, je ne le qualifierai pas, là, que normalement, plus il fait froid, plus il y a une pointe. Ça concorde la température et la pointe. C'est pas tout à fait vrai. Les pointes au Québec sont la semaine de 6h à 9h le matin et de 16h à 20h le soir. Quand il fait moins 12 dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y en a pas de pointe. Puis on switch au gaz pour rien. Puis on pollue pour rien.
Donc ça, c'est le deal d'Hydro-Québec et d'Énergir. C'était le deal le plus médiocre qu'ils pouvaient proposer, de sorte à, oui, effacer trop de pointes, parce qu'en moyenne, en bas de -12, dans une année, c'est 573 heures. La vraie pointe, puis vous avez même entendu le ministre Fitzgibbon en parler, c'est 80 heures par année. Donc, entre 80 et 573, il y a une marge. Et c'est pour ça que la Ville de Montréal, jeudi, a dit, nous, la biénergie, pour les bâtiments existants, là, ça va, là, puis on ne remplace pas les équipements à fin de vie utile, mais le 30 %, c'est trop. Nous, on veut 15 %. Et là, c'est en train de se passer. Là, Hydro-Québec et Énergir paniquent un peu parce qu'eux, ils disent, bien, nous, notre deal, ça équivaut à 30 %, là, ça ne fit pas avec la Ville de Montréal. Mais le deal, comme je vous dis, est tellement mauvais qu'il ne permet pas à la Ville de Montréal d'atteindre ses cibles de décarbonation. Donc, il y a différents moyens qu'ils vont pouvoir faire là, pour finalement se commettre à l'entente. Mais donc, puis bon, il y a ça. Énergir compte beaucoup, entre autres, sur le gaz naturel renouvelable ou de sources renouvelables dont vous parlez, Bilal, tantôt. Puis ça, c'est vraiment un scandale. Dans l'entente entre Hydro et Énergir, le gouvernement appuie aussi cette entente-là et donne des subventions pour la conversion des systèmes du gaz vers la biénergie, électricité-gaz. Mais ils ne se contentent pas juste de le faire avec les bâtiments existants, ils le font en plus dans la nouvelle construction. Puis là, ils disent, oui, mais en nouvelle construction, on leur fait signer une entente de 12 ans, comme quoi ils s'engagent pour 12 ans à consommer du gaz naturel renouvelable en pointe. Donc, ça va être décarboné complètement. Premièrement, une extension de réseau, c'est amorti sur 40 ans. Une promesse de consommer du GNR, du gaz naturel renouvelable, pour 12 ans, moi, ça ne me satisfait pas parce que la maison peut être vendue puis personne ne va nécessairement... le prochain acheteur n'est pas nécessairement tenu de respecter cette entente-là. Je voulais vous parler des impacts du gaz sur la santé, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont étudié les impacts environnementaux du gaz au moment de la production, des forages et tout ça, et aussi les impacts pour la santé. Mais plus récemment, il y a eu des études qui se sont tournées vers les usages résidentiels du gaz et les impacts sur la santé. Et finalement, ils ont découvert que c'était très toxique, utiliser le gaz à l'intérieur des maisons. Il y a deux sources de pollution. Il y a les gaz non brûlés, parce que l'efficacité énergétique des appareils n'est jamais complète. Donc, il y a du gaz qui s'échappe comme ça. Puis, il y a jusqu'à 21 polluants toxiques qui ont été retracés dans l'environnement des maisons. Et puis, il y a les fumées de cuisson, les fumées de combustion du gaz, qui, eux, dégagent aussi des gaz toxiques, comme le dioxyde d'azote, qui est un gaz qui est réglementé, parce qu'il y a certains seuils à ne pas dépasser. Puis au Québec, étant donné que les fenêtres sont fermées, quand on cuisine avec une cuisinière au gaz, là, ben, ça se répand dans la maison, pas seulement dans les cuisines, et partout. Et ça dépasse jusqu'à 10 fois les normes recommandées pour ne pas avoir d'atteinte à la santé. Donc, c'est une cause de problèmes respiratoires, d'asthme chez les enfants et chez les grands, problèmes d'insuffisance respiratoire, d'allergie, et puis aussi des cancers. Et puis, la mortalité due à l'utilisation du gaz a fait en sorte que l'Organisation mondiale de la santé a mis des normes aussi, puis ces normes-là sont 2 fois plus restrictives que les normes du Canada. Ils sont vraiment le double, 2 fois moins de gaz admis. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, là, mais c'est un enjeu dont on entend rarement parler, mais que de plus en plus les médecins commencent à prendre conscience. Donc, il y a des impacts de santé qui sont importants. C'est lui? C'est lui. OK. Ben, je pense que j'ai plus grand-chose à dire pour la biénergie. Peut-être juste mentionner que le gaz naturel renouvelable, les biogaz, c'est pas si vert que ça, hein? Parce que quand on prend en compte que parfois on va prendre des résidus forestiers, des résidus agricoles, donc ces matières biologiques-là devraient être retournées au sol. Donc, est-ce qu'on encourage une filière payante pour l'agriculture intensive industrielle? Ça fait juste comme pérenniser des pratiques que de toute façon on doit changer parce que c'est pas viable, ça tue les sols. Alors, c'est un des aspects qu'on peut aussi lire. Donc, j'en arrive au contexte de notre présence ici aujourd'hui.
de ce qu'on s'occupe à Collectivité Zen, c'est la dimension de crise climatique et environnementale. C'est une image que j'aime beaucoup, hein, c'est notre terre-mère, c'est ce qui nous fait vivre. C'est la couche d'atmosphère qui est très mince. Nous, on utilise pour vivre le tiers, qui est un petit peu différent, là, le tiers qui est plus bas de la Terre. Et c'est dans cet espace-là que depuis plus de 150 ans, on rajoute des gaz à effet de serre. Quelle quantité de gaz à effet de serre, pour se faire une idée? Imaginez une rivière que vous aimez. Moi, j'ai pensé à la rivière Saint-Maurice. On regarde les débits des rivières, transformez ça en pétrole et mettez le feu dedans. Regardez ça, montez. C'est à peu près ça qui se passe. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est massif. Bon, le principe de l'effet de serre, peut-être que vous le connaissez, là, mais c'est que les rayons du soleil arrivent et touchent le sol. En touchant le sol, c'est là que la chaleur est dégagée. C'est du rayonnement infrarouge. Ce rayonnement-là est pris au piège en basse altitude à cause des gaz à effet de serre. Donc, la chaleur ne peut plus s'évaporer dans l'univers. Elle reste stockée. Combien de chaleur? Il y a des scientifiques qui ont calculé ça. Bon, je vais vous le dire comme ça, là, un équivalent pour se donner un ordre de grandeur. Imaginez l'énergie d'un champignon de bombe atomique, là. 400 000 par jour. 400 000 explosions de bombes atomiques par jour. Donc, c'est massif. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essentiellement visiter le Dark Web, dans le fond, en sa totalité. On va aller voir des divulgations de données qui ont eu lieu dans le cadre de cybercrimes majeurs au Québec. On va aller voir malheureusement des employés, des entreprises qui ont eu une intrusion donnée de la part d'un hacker. Et puis, on va aller voir les conséquences que ça peut avoir. Autant personnel que commercial, malheureusement, ça existe. Et puis, on est là pour en parler. Puis surtout, savoir comment bien se protéger en sortant. Est-ce qu'on réussit vraiment à se protéger contre vraiment tout ou c'est parce qu'il faut être vigilant? On ne peut pas être à l'abri de rien, malgré toutes les mesures qu'on peut mettre en sécurité. Ça peut toujours nous arriver, mais la meilleure pratique, c'est de soi-même faire attention à qu'est-ce qu'on clique, qu'est-ce qu'on fait, les textos qu'on reçoit. Peu importe, c'est de nous autres d'être vigilants, effectivement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas si on va être hacké ou si on va être compromis, mais plutôt quand. On est dans cette réalité-là aujourd'hui, dans nos jours. C'est sûr que ça va arriver, mais il faut être prêt pour le jour que ça arrive. Puis sinon, éviter par les meilleures mesures possibles de pratique. De pratique et tout. Est-ce qu'il y a des solutions d'avenir qui s'en viennent ou ça va toujours être en développement? On n'aura pas le choix d'être vigilant. Les hackers, ils sont des fois en avant de nous autres de 5 ans, de 10 ans. C'est-tu difficile? Les hackers sont présents en moyenne 6 mois dans un système avant de commencer leur action, si on veut, négative sur un individu. Puis pour le futur, ce que je dirais, la meilleure pratique, c'est ce que les gens viennent faire ce soir, de s'informer, de comprendre que c'est là, de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment nous qui allons changer tout ça. Bon, d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, la loi 25, la loi sur les renseignements, en fait, la loi 25 vient modifier nos lois, peu importe, là. Mais c'est vraiment la collecte et la conservation des renseignements personnels par les entreprises. Donc, la loi 25 va encadrer comment on reçoit les renseignements personnels, comment on les conserve, comment on peut les transférer. Et il y a des modifications importantes qui sont arrivées, qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 2022, dont on va parler, notamment la nomination d'une personne qui est responsable des renseignements personnels à l'intérieur d'une entreprise, mais aussi toute la notion de registre et d'incident de confidentialité. Et à partir du 22 septembre 2023, vont entrer en vigueur d'autres modifications à la loi qui vont pousser encore plus loin la notion de renseignement personnel, notamment les évaluations de facteurs de risque à la vie privée. Et on va parler aussi rapidement là, des pénalités qui sont associées aux manquements qu'une entreprise pourra avoir à la vertu de la loi sur les renseignements personnels. Les manquements, puis ils sont quand même importants, là, c'est 2% du chiffre d'affaires mondial. Oh. Donc, l'idée, c'est vraiment comment s'y conformer, comment se préparer à ce qui s'en vient, parce que je vais donner un checklist pour qu'on puisse se préparer à l'entrée en vigueur, pour qu'on puisse bien se conformer et éviter des incidents de confidentialité. Ça, tout ça, est-ce que c'était déjà en marche ou c'est parce qu'il y a eu des incidents, comme on dit, de Desjardins, des grosses pertes, les cartes de crédit et tout ça, et là, le gouvernement a décidé vraiment de réagir sur cette problématique-là? En fait, les motivations du gouvernement, je ne les connais pas, mais effectivement, il y a eu des incidents avec Desjardins, mais il y a aussi
une multiplication importante des renseignements personnels que l'on donne à des entreprises, des fois même sans s'en rendre compte. Puis les renseignements personnels, c'est pas juste mon nom, mon âge, ma date de naissance, mais c'est mes renseignements biométriques, donc mes empreintes digitales, mon Face ID sur mon téléphone, le partage de ma position avec mon téléphone cellulaire. Donc, tout ça constitue des renseignements personnels qui, il y a des éléments qui, pris individuellement, ce ne serait pas un renseignement personnel, mais si on les additionne à d'autres renseignements, sont capables d'identifier une personne et ensemble constituent le renseignement personnel. C'est ça. Et ça peut aller jusqu'à des banques. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que l'entreprise elle peut être encadrée maintenant que les enseignements que j'ai là, est-ce que je peux vendre mes listes sans mon autorisation, des choses comme ça? Oui, bien, il y a effectivement des modalités dans la loi qui prévoient comment est-ce qu'on peut transférer des renseignements personnels dans le contexte d'une vente d'entreprise, une liste de clients par exemple. Ouais. Ça, c'est encadré. Et à quel moment je dois aller rechercher à nouveau le consentement de la personne qui m'a confié ces renseignements personnels avant de les réutiliser. Et les renseignements personnels, je ne peux les utiliser que pour les fins pour lesquelles je les ai collectés. Je ne peux pas les utiliser à d'autres fins. Donc, c'est un beau travail d'introspection que des entreprises doivent faire par rapport à cette nouvelle réalité-là. Et ils doivent être sensibles à cette réalité-là. Oui, tout à fait. En fait, la société, là, en fait, l'entreprise aujourd'hui doit cartographier, là, c'est le terme que je trouve bien cute, là, les renseignements personnels, être capable de voir quels renseignements personnels je détiens sur qui et pourquoi je les détiens. Et une fois que c'est fait, ben, on se pose la question, est-ce que j'ai raison de conserver ces renseignements personnels-là? Est-ce que j'en ai besoin? Et d'éliminer les renseignements personnels dont je n'ai pas besoin. Les renseignements personnels, c'est pas juste sur les clients, mais c'est aussi les renseignements personnels que j'ai sur mes employés. Par exemple, là, le traitement du système de paie, les numéros d'assurance sociale, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je les protège? Bon, ben, je te remercie, Daniel. On en reparlera, ça va être très intéressant. Ben, merci beaucoup. 4% de toute la bande passante utilisée sur Internet, en général. Fait que tout ce que vous faites sur Internet ne représente que 4% de tout le trafic qu'il y a sur Internet. Ensuite de ça, il y a le web profond. Donc, le web profond, lui, représente plus 90%. Il est très gros. Pourquoi? Parce que c'est dans le fond du trafic qui est caché. Il n'est pas indexé, il n'est pas sur Google. Tu sais, si vous tapez serveur de la Caisse des Jardins sur Internet, vous n'arrivez pas sur leur serveur directement, vous arrivez sur une page web. Ça serait difficile de trouver, justement, le serveur bancaire, les serveurs de la justice, les serveurs, je ne sais pas moi, de l'industrie médicale, etc. Ils sont tous cachés. Il faut savoir l'adresse IP, le mot de passe, les accès, et ainsi de suite. Ça, c'est le web profond, comme on dit. Sinon, il y a le dark web, le réseau noir. C'est sombre. Ça sonne dangereux. Mais c'est pas si dangereux. C'est légal d'aller sur le dark web. En fait, le dark web, savez-vous pourquoi il existe? Y en a-tu vu ça dans la salle? Non? Ah, bon, c'est bon. Ben, je vous l'explique. En gros, la raison pourquoi ça existe, c'est dans le temps, enfin, de longtemps, pas si longtemps que ça, parce que c'est Internet, là, mais pour transmettre des documents quand tu es dans un pays où ce que l'Internet était contrôlé, ben, tout passait par le gouvernement, fait qu'il analyse tes pièces jointes, ce que tu as envoyé comme test, comme document. Ils ont créé un réseau Tor, qui est 100% anonyme, qui fait en sorte, dans le fond, qu'un journaliste pourrait envoyer une histoire pendant qu'il est en Corée du Nord à l'Amérique sur qu'est-ce qui se passe présentement, et personne ne le verrait parce que c'est 100% anonyme. C'est un peu la raison d'être du pourquoi de ce réseau-là. Ça garantit l'anonymat. Et lui, il représente 6%. Fait que 6%, 4%. Il y a plus de choses qui se passent sur le dark que sur le vrai. C'est cool, hein? C'est 100% anonyme. Pourquoi? Parce qu'il y a des couches de sécurité qui nous empêchent de retrouver la personne. Comment on fait pour trouver quelqu'un quand on est sur Internet? Quand vous êtes à la maison, quand vous êtes branché ici, quand vous avez un téléphone dans vos mains présentement, vous avez tout ce qu'on appelle une adresse IP sur votre téléphone. Okay? Une adresse IP qui vous identifie sur le réseau public Internet. That's it, that's all. Les fournisseurs d'accès comme Bell, Vidéotron ou d'autres sont obligés d'enregistrer qui a l'adresse IP et à quelle heure. Donc, ils savent exactement à quoi est rattachée l'adresse IP, donc à une personne, et cette personne-là l'avait de telle heure à telle heure. Est-ce qu'on peut changer l'adresse IP en passant? On n'a pas tout le temps la main. Le fait que sur le dark web, c'est 100% anonyme, c'est qu'on passe par plusieurs ponts. Je vous donne un exemple.
je me connecte au musée du Louvre à Paris à travers le Dark Web. Je vais passer par un pont qui va m'amener en Afrique du Sud, par exemple, après ça en Corée du Nord, puis après ça, je vais revenir, je sais pas, en Russie, pour finir après ça au musée du Louvre, qui est à Paris, par exemple. Chaque nœud n'enregistre pas le trafic entrant ou sortant, ni non plus va faire en sorte de conserver l'adresse IP réelle de cette personne-là. Donc, essentiellement, ça me rend anonyme. C'est impossible pour moi de retracer. Je vais vous dire quelque chose, dans la plupart des cybercrimes qu'on a vécu, l'adresse IP de provenance, puis ceux de l'ISN le savent, c'est souvent le Dark Web. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne peut pas trouver c'est qui. On arrête ça là. À la place, on protège le client et on sécurise les opérations.